Le livre sur les quais et la bibliothèque sonore romande vous proposent l'entretien d'ouverture avec Maëlys de Kerangal, animé par Jacques Pauget et enregistré le 30 août au Casino de Morges. Bonsoir mesdames et messieurs, Maëlys de Kerangal, Jour de ressac. C'est tout frais. Quand est-ce que vous avez terminé l'écriture de ce livre? Je l'ai terminé l'hiver dernier, en février-mars, enfin vraiment rendu, corrigé, etc. Donc j'avais fini de le rédiger à peu près à la fin de l'année dernière. Alors je vous présente rapidement, parce que c'est dans l'ordre des choses. Vous êtes né à Marseille. Maëlys de Kerangal s'en est souvenu. C'est pas vrai. Je suis née à Toulon. À Toulon. C'est pas grave. À Toulon. Toulon. C'est pas très loin de Marseille. C'est pas bien loin. C'est pour ça que j'ai cru. Mais oui, mais j'ai écrit sur Marseille. Voilà, à cause de la Corniche Kennedy, je me suis dit que vous en étiez souvenu. Ouais, c'est vrai. En parlant c'est un peu des villes de bord de mer. C'est un peu mon truc, les villes de bord de mer. Mais vous avez grandi au Havre, fille et petite fille de marins, ce qui n'étonne pas vos lecteurs. Vous avez étudié l'histoire, la philosophie, l'ethnologie avant de travailler chez Gallimard Jeunesse. Vous avez vécu aux États-Unis, ce qui n'étonne pas non plus vos lecteurs. Vous avez repris des études à 31 ans pour faire des sciences sociales, ce qui permettra une question tout à l'heure. Et Maëlys de Kerangal a publié son premier roman, Je marche sous un ciel de traîne, à 33 ans. 3 ans après, La vie voyageuse, Le Havre déjà. L'année suivante, en 2004, elle a fondé sa propre maison d'édition, édition jeunesse, les éditions du Baron Perché. Il y a peut-être du Calvino dans votre écriture, je ne sais pas, on en parlera peut-être. Ni fleur ni couronne est publié en 2006. Dans les Rapides, de nouveau Le Havre, paraît en 2007. Et l'année suivante, Maëlys de Kerangal quitte ses éditions jeunesse et se consacre à l'écriture. Au milieu de toutes ses activités, elle a quand même réussi à se marier et à élever 4 enfants. On est donc en 2008, et là, les choses sérieuses commencent. Corniche Kennedy, 2008. Naissance d'un pont, 2010. Prix Médicis, prix Franz Hessel. Je vous passe les autres prix, il y en a une dizaine. Tangente vers l'Est en 2012. En 2014, Réparer les vivants. Et plusieurs de ces livres ont été adaptés au cinéma. Je saute la suite, il y en a 4 ou 5, jusqu'à Canoë en 2021. Canoë parce qu'il est question de voix et que la voix joue un grand rôle dans Jour de ressac. Et on arrive enfin à ce livre qui nous vaut le bonheur de recevoir Maëlys de Kerangal, présidente d'honneur. Merci d'être là. Merci à vous. Ce livre est, sauf erreur, le premier où vous utilisez le « je ». C'est vrai, c'est vrai. J'ai écrit un autre livre à la première personne du singulier, mais qui était un peu différent, qui était plutôt une prise de parole plus politique sur un livre qui s'appelait « À ce stade de la nuit ». C'était au sujet de ce qui se jouait en Méditerranée, autour de l'île de Lampedusa. Et voilà. Et donc là, je voulais parler en mon nom, mais sinon, dans les romans, j'utilise plutôt la troisième personne du singulier, donc c'est une narration très très différente. Et là, le Canoë, c'était finalement des textes qui étaient écrits à la première personne du singulier. Mais ce sont des nouvelles. Ce sont des nouvelles, et là, c'est le premier roman que j'écris à la première personne du singulier. Ce qui ne veut pas dire que c'est une autofiction du tout. Non, c'est pas une autofiction. Mais c'est un roman, vraiment, au sens où c'est une histoire inventée. Mais il y a des frottements autobiographiques, quand même, qui viennent du lieu, parce que c'est vrai que j'ai grandi, j'ai passé mon enfance et mon adolescence au Havre. Et puis, il y a quelques poches plus autobiographiques ou autofictionnelles, notamment le baptême de l'hirondelle, par exemple. Il y a le baptême d'un bateau. Le bateau, et c'était vraiment des souvenirs que vous avez. Ouais, ça c'est un bateau dont sur lequel j'ai balancé cette bouteille. Et voilà, il y a d'autres petits... Et c'était vraiment par rapport à votre père ? Oui, parce que mon père était pilote dans le port du Havre, et je baptisais un bateau qui était ce qu'on appelle une pilotine, c'est-à-dire vraiment un bateau de travail. Et voilà, donc c'est un livre, vraiment pour moi, où j'essaie de me tenir sur une ligne de crête littéraire qui sinue entre vraiment le roman
et puis qui essaye d'accueillir un peu des poches un peu plus autobiographiques ou autofictionnelles, dans un espèce de, voilà, de frottement, mais qui pour moi est très lié surtout au fait que voilà, tout est situé au Havre, et le Havre a une fonction qui va au-delà du décor. Enfin, c'est comme un espèce de moteur, de personnage. C'est un personnage, la ville. Vous la traitez vraiment comme un personnage qui, avec les strates historiques, avec vos souvenirs de jeune fille. Oui, alors c'est vrai que ce qui m'a paru vraiment intéressant dans ce texte, enfin dans cette idée de roman, c'était que il est question d'une femme qui est rappelée au Havre par un coup de fil intempestif. Elle est comme ça un peu cueillie un peu en effraction par l'appel d'un policier qui lui dit qu'on a retrouvé un corps au bas de la digue Nord et que cette affaire la concerne. Si vous voulez, elle va revenir dans cette ville. Et ce qui m'est apparu assez vite, c'est que le Havre avait été également un cadavre par terre, défiguré, méconnaissable. Ça avait été vraiment une ville par terre, puisque la ville a été entièrement rasée par les bombardements des Alliés, d'ailleurs, entre le 5 et le 10-11 septembre 1944. Ça fera 80 ans la semaine prochaine. Donc, si vous voulez, tout d'un coup, vraiment, la ville métaphorisait finalement cette histoire, mais l'incarnait aussi, c'est-à-dire qu'il y avait quasiment une espèce de jeu de miroir entre ce qu'était cette ville et ce qu'était mon histoire. Et le fait que c'est en partie, qu'il y a des poches autobiographiques, comme vous dites, c'est vraiment un retour aux sources pour vous, ou c'est un artifice littéraire ou un procédé littéraire? Ça tient plus pour moi du procédé littéraire, c'est-à-dire que par exemple si je prends le baptême de l'hirondelle, donc il est question dans ce livre d'une identification, puisque cette femme ne va pas repartir à Paris d'où elle vient. Elle est au Havre, dans cette ville où elle a vécu longtemps, il y a longtemps. Et elle va ne cesser de différer son retour durant toute cette journée. Elle y reste et elle déambule dans la ville en se disant « Mais qui est cet homme ? Pourquoi suis-je liée à lui ?» Puisqu'on retrouve son numéro de téléphone sur le cadavre. Elle dit « Mais comment ça se fait ? Je ne le connais pas. » Enfin, elle se demande sans cesse qui est-ce. Et si vous voulez, pour moi, cette déambulation était réellement activée par... il y avait vraiment une dimension d'enquête. Donc c'est beaucoup plus de l'ordre du procédé littéraire que du procédé biographique. Par exemple, le baptême, pour moi, il intervient dans le livre à un moment où il s'agit de donner un nom à un bateau, dans l'idée de baptiser, c'est-à-dire nommer, et tout ce qui va à la mer porte un nom, hein, c'est ce que disent les marins, tout ce qui va à la mer porte un nom. Les bateaux portent des noms, les bateaux sont baptisés, et ça intervient à un moment vraiment où il s'agit de donner un nom à un homme que l'on ne peut pas identifier. Et pour moi, tout l'objet du roman, enfin tout ce que je tente de faire, c'est de passer de l'identification à la reconnaissance, vous voyez, de quitter l'identification policière, c'est-à-dire vraiment l'enquête policière, pour faire monter le livre vers quelque chose qui est de l'ordre, pour moi, de la reconnaissance, en fait. Il ne faudrait surtout pas penser que c'est un polar, c'est un faux policier. Ouais, parce qu'il y a une intrigue policière au départ, mais c'est tout autre chose que vous faites. Oui, alors il y a un démarrage un peu de polar, parce qu'il y a les éléments du polar, un cadavre trouvé au bas d'une digue, le coup de fil d'un policier, et puis on est assez vite dans une scène de commissariat. Mais pour autant, je pense que dès le début, on n'est pas du tout dans une écriture de polar, au sens où l'écriture de polar, elle est souvent plus directe. Et que là, dès le départ, on est quand même dans finalement pas encore le ressac, mais les remous que cause cette nouvelle dans la tête de cette femme. Et finalement, très vite, le roman bascule plutôt vers ce que le Havre m'inspire, c'est-à-dire non pas un polar, mais plutôt le roman noir. Je dirais le roman noir au sens où le roman noir, il est question d'une atmosphère, ça regarde un peu vers le cinéma, ça regarde un peu vers une forme de
photogénie, de graphisme de la ville. Et voilà, et Le Havre est cette ville venteuse, sombre. C'est une ville portuaire où trafiquent des êtres et des marchandises. Et voilà. Et pour toutes ces raisons, et aussi une espèce de tradition littéraire un peu havraise, il y avait cette idée du roman noir qui m'attirait pas mal. Alors effectivement, il y a toutes les atmosphères, il y a aussi les références nombreuses au cinéma, qui jouent un très grand rôle, qui revient à plusieurs reprises, sous différentes formes. Oui, alors il y a le cinéma, c'est important. Alors c'est évidemment important. Je mettrai encore le mot-clé espion, espionnage oui. dans la même phrase. Oui. Alors le cinéma, il commence par intervenir dans cette histoire comme l'activateur premier, hein, parce qu'en fait le numéro de téléphone de cette femme est retrouvé sur un ticket de cinéma. C'est une comédie d'espionnage des frères Cohen qui s'appelle Burn After Reading. Donc c'est un film assez drôle qui va à rebours des films un peu sombres et un peu solennels parfois, ou dramatiques, sur les échanges de prisonniers sur des ponts, enfin vous voyez les films de guerre froide, etc. Et là c'est un film qui se passe dans un fitness club qui est très très drôle. Il y a un côté parodique mais qui n'est pas du tout le cas de votre roman. Non, mais c'est vrai que dans ce film-là c'est parodique, mais pour moi c'est d'abord un signe au cinéma. C'est-à-dire que c'est l'idée tout d'un coup que tout se joue au dos d'un ticket, d'un petit bout de papier qui désigne la fiction en fait, hein, qui désigne la présence de la fiction, l'impulsion de la fiction, la manière dont la fiction entre un peu en effraction en permanence dans nos vies et dont ça, voilà, et dont elle voilà, qu'est-ce qu'elle va produire. Et là, elle fait que cette femme revient en fait dans cette ville et va essayer de pratiquer voilà, ce que j'appelle à un moment l'art de revenir sur ses pas. Alors c'est pas vraiment le retour aux sources, mais voilà, ça tient quand même à qu'est-ce que c'est quoi revenir sur ses pas, qu'est-ce que c'est revisiter des choses, des lieux qui vous ont marqué. Tout évidemment, il ne s'agit pas de tout revivre, mais en même temps de choisir des espèces de points de contact sur le plan d'une ville. Et elle va le faire avec dans la tête l'idée qu'elle doit quand même trouver l'identité de cet homme auquel on lui dit qu'elle est, auquel elle est, en tout cas, il la concerne. En tout cas, il avait son numéro. Voilà. C'est rien d'autre. Et puis le cinéma intervient aussi au Havre, alors dans cette histoire-là, mais au Havre, c'est une présence assez importante. Beaucoup de films sont tournés au Havre. Je l'ai dit, il y a une espèce de cinégénie de la ville qui est vraiment intéressante parce qu'elle est liée évidemment à l'architecture d'Auguste Perret, l'architecture de la reconstruction. C'est aussi une ville où les rues se croisent en angle droit. C'est une ville où il y a une forme de lumière extrêmement changeante. C'est peut-être une ville qui suscite un peu des désirs de cinéma et de nombreux films. Voilà, il y a Kaurismäki que tout le monde connaît, mais il y a d'autres films qui sont adaptés ou voire même inspirés par la ville. Et je trouvais que c'était intéressant dans la mesure où aussi dans mon imaginaire et dans mon écriture, le cinéma est assez présent, notamment dans la façon dont j'essaye de travailler une forme d'optique dans l'écriture, une forme d'optique littéraire, c'est-à-dire jouer justement sur des détails et donc vous voyez des zooms assez serrés, et puis de temps en temps de reprendre un peu de champ. Et là, tout cela dans la psyché d'une femme, en fait. Hein. À propos de cinéma, encore, son métier, la narratrice, c'est pas tout à fait anodin. Oui, alors la narratrice est doubleuse. Elle est doubleuse, c'est-à-dire qu'elle, bon, il y a des prises de son directes quand on tourne des films, et puis il y a aussi la doublure qui se fait plutôt en post-synchro, c'est-à-dire que le doubleur est devant l'écran et essaye de caler le texte des personnages dans les mouvements du visage des acteurs. Ça se fait évidemment notamment quand il faut doubler en langue étrangère. Et les Français, il y a une école de doublage en France qui est vraiment, vraiment intéressante, parce que les Français, de fait, sont très forts en doublage, aussi parce que les films en langue originale étaient moins projetés en France.
alors ça pour des raisons que j'ignore, mais il se trouve que les doubleurs en France sont aussi des acteurs assez forts, assez puissants. Bon, alors là, en ce moment, le métier change beaucoup à cause de l'intelligence artificielle, mais pour moi, il a quelque chose de magique, ce métier, parce qu'il s'agit d'aller placer des intentions, des émotions, des paroles dans un visage qui vous est extérieur, que vous pouvez regarder sur un écran, et d'essayer vraiment, il y a de la mimétique, mais à un moment, la narratrice le dit, il ne s'agit pas de jouer un accolement mécanique, mais d'animer l'intérieur d'un être, c'est-à-dire d'aller capter les intentions intérieures, les intentions profondes d'un personnage. Et ça va vous sembler curieux parce que ça peut aujourd'hui, maintenant, sembler évident, mais au moment où j'écrivais le livre, je ne me disais pas encore ce que je me dis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un lien assez fort entre le travail de l'auteur de fiction et la doubleuse. En fait, finalement, elle est un peu comme mon avatar un peu dans le livre. C'est-à-dire que de la même manière que moi, je peux aller investir des figures romanesques, des personnages, finalement, elle va investir le corps des acteurs. C'est un rapport au corps aussi extrêmement sensible, et un rapport évidemment au visage, aux muscles du visage, aux expressions du visage. Et voilà, et tout ça m'intéresse beaucoup. Et vous y revenez de multiples manières. Pour moi, c'était vraiment un roman de l'identité, parce qu'elle est en crise, et puis Tout ça se passe à un moment, ce jour où elle débarque au Havre, un peu comme ça, j'allais dire en cueillie, un peu par effraction, par ce coup de téléphone qui rentre dans sa vie, un peu comme on peut l'être par un fait divers qui soudain vous attrape. Il se trouve que cette femme est en difficulté professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est dans un moment où elle rate tous ses doublages, elle n'arrive plus à synchroniser sa voix avec justement les visages des acteurs. Elle n'arrive plus à entrer dans le corps, dans la bouche, dans l'identité de l'autre. Alors, il y a un jeu du masque. Le masque intervient de plusieurs manières, parce que sa fille fait de l'escrime, elle a un masque, et puis il y a le jeu du masque de chair. Qu'est-ce que c'est, le masque de chair ? Vous l'avez joué, vous ? Oui, le masque de chair, mais je ne sais pas si tout le monde y joue, peut-être que vous ici. Bon, le masque de chair, c'est un... Non ? Le masque, c'est vrai que donc il y a une espèce de ligne de base dans ce roman qui commence par être une espèce d'enquête d'identification sur qu'est-ce que nous dit un visage d'un être et comment est-ce qu'on peut décrire le visage. Est-ce qu'un livre peut décrire un visage ? Est-ce que ça ne va pas plus vite de nommer un acteur célèbre en disant tiens, il ressemble à Bidule, etc. Est-ce que, comment est-ce qu'on peut attraper un visage, même dans la littérature ? C'est assez mystérieux, un visage, je trouve. Et la question du visage, elle est présente dans le livre. Alors, il y a cette histoire de ligne de base d'espionnage. D'abord, cette comédie d'espionnage, et puis le fait que le Havre a été aussi une ville où moi j'ai projeté des scénarios un peu d'espionnage, parce que j'y ai vécu toute la guerre froide, et c'était une ville où il y avait des bateaux soviétiques qui rentraient. Enfin, c'était pour moi assez mystérieux, et en plus mon père justement allait sur les bateaux soviétiques, etc. Donc je me racontais pas mal de trucs. Et puis évidemment l'espionnage, c'est aussi le double, la double identité, la fausse identité. Et c'est là qu'intervient un peu la question des masques, le masque que porte sa fille, qui fait que en fait sa fille est tireuse, donc au fleuret, elle fait de l'escrime. Donc elle doit à la fois protéger son visage, elle porte un masque, mais qui la rend méconnaissable en fait. De fait, elle est protégée, mais on ne peut plus savoir qui elle est. Et il y a cette histoire de masque intervient aussi dans tous ces moments où elle se dit mais qui est-ce, dans cette histoire que les visages changent, qu'ils vieillissent, qu'on devient peu à peu, on ne se ressemble plus, ou alors quelque chose peut subsister. Et j'ai repensé à ce jeu auquel je jouais enfant, qui est un jeu assez sadique, qui consiste à regarder un proche,
Bon, là, dans le livre, c'est entre frères et sœurs. Et on regarde l'autre et on lui dit « je ne suis pas ton frère ». Évidemment, ou « je ne suis pas ta sœur », donc en le regardant extrêmement fixement. Et ça finit par faire extrêmement peur, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, la personne qui prononce, enfin en l'occurrence, celle qui dit « je ne suis pas ta sœur » est quelqu'un qui a pris une fausse identité. Et tout ça me terrorisait, enfin ça m'affolait beaucoup enfant, dans la mesure où quand j'ai appris qu'il était possible de changer de visage, c'est-à-dire les premiers greffes de visage, j'étais terrorisée. Je trouvais que c'est une opération absolument diabolique dans la mesure où, pour moi, le visage, c'était l'identification, c'était l'identité et la reconnaissance de l'autre. Donc, voilà, toutes ces questions du visage, elles jouent leur rôle dans le livre, étant donné que la narratrice a toujours dans la tête cette photo qu'elle voit le matin au commissariat, qui est le visage de cet homme, et qui est-ce ? Alors, il y a une chose qui se produit, c'est que c'est un jour de ressac. Et le ressac, c'est une vague qui revient, et toutes les scènes importantes reviennent. Pourquoi est-ce que c'est 2 fois, chaque fois 2 fois? Alors, c'est chaque fois 2 fois aussi parce que ces scènes reviennent, mais elles reviennent différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, le ressac, ça n'est pas le retour du même, c'est le retour d'un événement vu d'un autre, voilà, sous un autre angle, envisagé autrement, un événement qui s'est un peu décalé, qui s'est un peu transformé, qui s'est quand même modifié. Ce qu'on voit dans le roman, c'est que il commence par très vite, il y a cette scène de commissariat, par exemple, et puis cette rencontre avec Olivier Zambra, le jeune policier qui mène l'enquête, elle se produit de nouveau à la fin, c'est-à-dire qu'elle le revoit à la fin, de la même manière quand elle évoque le garçon qui l'a ghosté, on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qui a disparu sans plus jamais donner de nouvelles quand elle avait 16 ans. Voilà, il revient aussi, il revient même 3 fois lui, parce que parfois c'est même plutôt en 3 fois. Toutes les scènes importantes, tout est visité au moins 2 voire 3 fois. Elle rencontre 2 Ukrainiennes qui déposent leur récit en 3 temps. Elle rencontre aussi elle se souvient aussi de la manière dont on envisageait, dont les visiteurs trouvaient que Le Havre était une ville si moche et comment ils étaient pleins d'y vivre, etc. Elle s'en souvient. Ça aussi, ça revient 2 fois. Les bombardements. Et surtout les bombardements du Havre font l'objet de 3 scènes, mais qui sont distancées dans le livre. Donc c'est comme des temps, et en fait ça permet aussi à cette idée de ressac d'être à la fois l'activateur, le moteur du texte, mais aussi sa structure littéraire. C'est-à-dire en fait que cette idée de ressac porte aussi la construction du texte. Et c'est pas quelque chose dont j'avais forcément conscience quand je l'écrivais, c'est plutôt quelque chose qui m'est apparu à la fin. Et je me disais, c'est pas mal, parce que pour le coup, ça veut bien dire que j'étais tellement calée dans cette histoire de ressac que ça a créé aussi un mouvement intrinsèque même au roman. On peut dire que c'est pas mal, oui. Mais vous l'avez... Alors, cette construction qui vous permet aussi de parler de l'Ukraine, des migrants, de l'intelligence artificielle qui intervient dans le métier de la doubleuse et qui va peut-être la mettre au chômage. Ces thèmes d'actualité, ils étaient prévus au départ ou est-ce qu'ils se sont insinués dans votre écriture de manière spontanée? Alors, pas tous. Tous n'étaient pas prévus. J'avais envie de parler de l'intelligence artificielle à propos des doubleurs, parce que pour le coup c'est probablement un métier qui va finir par disparaître, à moins qu'il y ait justement des résistances, et puis c'est pas fini, mais vous voyez, c'est aussi cette puissance des technologies qui rentrent, qui pénètrent les vies, et puis surtout la manière dont
la société, adopte ces nouveaux outils avec beaucoup d'avidité, etc. Et ça me troublait beaucoup, d'autant plus que les écrivains, on n'est pas exempt de ça. À la limite, on peut dire écrivez un texte dans le style de bidule à l'ordinateur, puis il sort un truc. Vous voyez, tout ça est assez troublant. Après, je dirais que tant que tout se passe quand même dans le temps de l'écriture, et c'est vrai que moi j'ai écrit ce livre quand même alors que l'Ukraine puis la bande de Gaza était bombardée. Et évidemment que ces bombardements-là faisaient écho et finalement faisaient une sorte de ressac avec les bombardements du Havre. Ça a été quand même très, très fort. Donc évidemment qu'il y a eu à ce moment-là une amplification, par exemple, de la question des bombardements. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu décrire les différentes vagues, enfin celle du 5 puis celle du 6 septembre 1944, qui ont été des moments de destruction totale et vraiment qui ont si vous voulez, projeté l'enfer sur Terre, en fait. Et j'écrivais ces scènes avec quand même les bombardements donc d'Ukraine et puis dans la tête, en tout cas dans l'actualité. Mais ce que je trouve intéressant avec le roman, c'est que finalement, je dirais qu'on n'est pas obligé de passer par l'actualité. Je n'avais pas non plus le désir de faire teinter toutes les cloches de l'actualité. Pour moi, l'important, c'était d'être contemporaine. Et contemporaine, c'est pas exactement être dans l'actualité. C'est aussi faire le lien entre justement des temps différents. Et les temps différents, alors ça peut être les temps de la Deuxième Guerre mondiale, les temps de mon enfance et les temps d'aujourd'hui. C'est-à-dire que être contemporain, c'est toujours faire un espèce de grand écart entre quelque chose d'archaïque et la modernité. Vous voyez, pour moi, ça c'est contemporain. Et je pense que tout ça, ça s'est invité dans l'écriture du texte, les thèmes dont vous parlez. Il y a des choses, évidemment, quand on écrit des romans, quand même, on lance ces fictions, c'est-à-dire c'est quand même on fait un travail d'imagination qui consiste quand même à relier, à mettre les choses en rapport, je dirais. Et en fait, cette femme, j'essaye que dans ce livre, raconter à la première personne, se mettre en rapport tout ce qu'il y a dans la tête de cette femme, tout ce qu'il y a dans la tête d'une femme, c'est-à-dire, effectivement, elle est traversée par le fait qu'elle a oublié l'anniversaire de sa fille, son problème qu'elle est en train elle trouve qu'elle a peut-être un peu elle dit j'ai la poisse ou quoi, j'arrive pas à doubler. Elle se souvient de quelque chose qu'elle a, d'un baptême de bateau. En même temps, elle rencontre des Ukrainiennes. Vous voyez, c'est tout ce qui traverse en fait la tête d'une femme. Et je trouve que le Havre, encore une fois, comme port, c'est-à-dire vraiment comme grand capteur. Le Havre, faut voir, c'est une espèce de grande bouche. Si on regarde bien le plan même des bassins et des quais, c'est quelque chose qui, à la fois, il y a l'estuaire déjà qui est très large entre le Havre et Honfleur, c'est l'estuaire de la Seine, et puis en même temps il y a ces quais qui pourraient donner l'impression de tout attraper, quoi, et d'attraper finalement tout ce qui fait l'espèce de manne désordonnée, tumultueuse, et le bruissement du monde dans lequel on vit. Y compris le narcotrafic est un des thèmes. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est revenu assez fortement. Pour le coup, je dirais les 5 dernières années, Le Havre a été le théâtre de saisies de drogue très impressionnantes, qui laissent penser qui attestent du fait que la ville est devenue une des portes d'entrée de la cocaïne en Europe. Mais pour moi, ce qui m'intéressait, c'était que si je m'intéressais si je m'intéressais au narcotrafic, c'était aussi pour montrer que le port avait changé, en fait. Que l'invention du conteneur, comme invention, cette mutation du capitalisme maritime, on va dire, le fait de tout trafiquer par des boîtes qui sont toutes identiques, et donc que l'on ne peut pas distinguer les unes des autres,
qui n'ont pas d'autre identité qu'un espèce de code barre, et que ce code barre, on sait voilà, qu'il est très souvent falsifié et qui peut s'acheter pour $1000 depuis Carthagène ou d'autres ports d'Amérique du Sud. Si vous voulez, on est face à des terminaux où il n'y a que des conteneurs indistincts les uns des autres, et cette mutation du capitalisme, elle raconte aussi quelque chose de mon histoire, c'est-à-dire qu'elle venait se frotter à la question, encore une fois, de cet homme qui est peut-être la victime d'un réseau de narcotrafic, mais aussi sur lequel la narratrice n'arrive pas à poser un nom. Alors, j'étais intrigué par le fait de savoir si vous aviez tous ces thèmes en tête avant de commencer, ou si c'est quelque chose qui s'introduit dans cette écriture méandreuse et vous avez des phrases longues et vous avez des inserts longs. Tout d'un coup, on est dans la problématique du container. À un autre moment, on est chez la médecin légiste. Et il y a un côté, on vous appelle quelquefois l'écrivaine de la technique, ce qui n'est pas très gentil et pas très juste. Mais non, quand mais même, je ne trouve pas ça méchant, par ailleurs. C'est pas un problème. En partie pour quand moi. même, parce que manifestement, vous vous êtes intéressé profondément à ces domaines. Parce que vous écrivez ça m'intéresse beaucoup. Enfin, c'est-à-dire que, évidemment, ce sur quoi j'écris m'intéresse. Enfin, et cette précision, j'allais dire, c'est bien la moindre des choses. Après, par exemple, la médecine légale, ça apparaît un peu à la fin du livre. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est aussi d'apprendre à ce moment-là, au moment où je me dis, bon, c'est une histoire d'identification, il y a cette discipline qu'est la médecine légale, où se rencontrent la justice et la médecine, puisque c'est pas vraiment la police. Et là, il y a des outils qui sont développés pour pour déterminer l'identité d'un être. Et c'est vrai que ça m'a énormément intéressée. Mais si vous voulez, je concevrais pas tellement d'aborder un sujet si important sans avoir une forme de précision. Et de fait, j'ai fait un travail assez documentaire et assez important sur quelque chose qui, pour le coup, ne couvre pas beaucoup d'espace dans le livre. Vous voyez, donc c'est aussi l'idée que écrire m'amène aussi à faire des formes d'enquête, des formes de recherche, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, les questions plus techniques, on a toujours le sentiment que c'est pas que c'est un peu mécanique et pas intéressant, et je trouve qu'au contraire, on peut difficilement comprendre le monde dans lequel on vit si on n'est jamais finalement dans une forme de réalité concrète, des changements de process, des changements d'outils. Et par exemple, comprendre le rôle du conteneur, pour moi, ça m'a quand même permis de comprendre aussi pourquoi le narcotrafic était possible à ce point. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que le fait de faire rentrer la drogue dans ces caisses et tout ce process du rip-off, comme on dit, et qui est expliqué dans le livre, ça permet quand même aussi de... Voilà, ça redéploie aussi une matière policière, on change un petit peu ces paramètres, et ça, je trouve que c'est intéressant. Il y a aussi dans cette attitude une forme de curiosité, une appétence aussi pour le monde dans lequel je vis, je pense. Alors, ça me fait penser aux anglo-saxons, à des gens comme John McPhee dans le New Yorker qui fait 150 pages sur la cueillette des oranges ou sur la fabrication d'un canoë, et il y a une espèce d'intérêt très profond pour ces spécialités que vous rendez en 10 pages, et ça m'a en fait épaté. Ah, merci, mais oui, alors en fait moi j'ai cet intérêt, par exemple, j'avais cet intérêt pour la compréhension
aussi des processus, des procédés, du mouvement des choses. Je reviens à cette histoire de narcotrafic. On ne comprend rien si on s'intéresse pas à ce qu'on appelle the box, hein, à la boîte, et à toutes les questions de chargement, déchargement, et du fait qu'on ne peut pas la sortir du port sans avoir des complicités sur place, etc. Et finalement, tout pourrait s'expliquer comme ça. Mais par exemple, sur l'intelligence artificielle, c'est la même chose, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est finalement? Pourquoi est-ce qu'on en aurait? Pourquoi est-ce que ce serait une menace? Dans la mesure où on sait, voilà, ce sont des ordinateurs, des puissances de calcul que l'on nourrit et puis qui peuvent ressortir, qui peuvent faire des opérations et ressortir finalement un résultat calculé. J'ai besoin aussi d'élucider ça, et après c'est vrai que c'est un tempérament, je pense, chez moi. C'est aussi une façon de vouloir comprendre les choses. Alors dans ce livre, j'allais dire, l'impact documentaire sur le plan littéraire, il est assez disséminé aussi, parce que c'est cette femme qui m'intéresse, cette femme qui progressivement se demande si cet homme qu'on a trouvé finalement c'est pas quelqu'un qu'elle a aimé et qui a disparu, vous voyez, et en fait ça monte un peu comme une espèce d'image sur un Polaroid, en fait. Et puis finalement voilà, je raconte pas la fin, mais il y a quelque chose, c'est elle qui m'intéresse, mais en revanche, comme j'écrivais à la première personne, je voulais bien qu'on sente que finalement c'était un personnage qui était traversé par toutes ses pensées. Elle est seule en ce jour. Sa famille est à Livry-Gargan, où là, il y a une compétition d'escrime. Son compagnon, son mari et sa fille. Et puis elle est dans cette ville, et finalement tout lui revient. Et pour moi, ce qui est la question du livre, c'est beaucoup la question du passé. C'est-à-dire ce que j'avais envie de montrer, c'est que cette histoire très, très stimulante, que le passé est une matière qui devient, en fait, hein. C'est-à-dire le passé, il advient dans le livre. Vous voyez, c'est pas le Havre, c'est pas une ville. Alors il y a ses couches, effectivement. Il y a sur la plage, il y a les galets où il y a possiblement les ruines de la ville qui ont été brassées, les ruines de la ville en guerre qui ont été, la ville détruite qui ont été brassées. Mais il y a aussi le fait que l'architecture de Perret est extrêmement homogène et produit une seule couche qui vous empêche d'attraper le passé. C'est-à-dire que la ville d'avant, elle est spectrale, elle est fantôme, et cette fille, elle va le chercher à faire advenir le passé. J'aimais bien que le passé soit pas perçu comme une matière fossile, vous voyez, qu'il soit que vu sous l'angle de la mémoire, les souvenirs, mais qu'il soit une matière beaucoup plus vivante, et une matière finalement qu'on peut réenvisager, c'est-à-dire que ça continue à fluctuer, les choses ne sont pas fixes. Et cette instabilité du passé, elle me touchait pour cette histoire-là. Est-ce que vous aimez lire à haute voix? Je lis un passage ? Si vous êtes d'accord. Vous pouvez choisir votre passage ou je vous en propose un. Je préfère que vous m'en proposiez. Alors je vous propose celui-ci. Quand elle sort son téléphone pour photographier la pierre, elle est sur la grève, là où on a trouvé le corps. Celui qui démarre là. Voilà. Donc elle est sur la plage, oui. Donc c'est l'endroit où on a trouvé le corps. Elle a discuté avec le terrassier. Voilà encore un autre métier dans lequel vous entrez. Le terrassier qui est en train de passer son engin, qui a trouvé le corps. Et puis il y a une pierre qui retient son attention. Elle sort son téléphone. Une fois seule, et sans l'avoir anticipé, comme si mon corps se mettait en pilotage automatique, comme si je m'abandonnais sans réserve aux puissants mécanismes créateurs d'histoire qui s'activent en chacun de nous, j'ai sorti mon téléphone pour photographier à mon tour le gros caillou noir taloché de pétrole, tandis que la pelleteuse s'éloignait. J'ai commencé par opérer avec la précision entêtée d'une géomètre, calme et méthodique. J'ai multiplié les angles, les focales, agissant sans penser à rien, sans même jeter un œil sur le ciel qui se rechargeait au-dessus de moi, irascible, bientôt côtelé de gros rouleaux couleur d'asphalte, la plage réduite dans mon dos à un ruban de sable sur quoi bavait un clapot maussade.
Je me suis inclinée vers le sol et la chape grisâtre a basculé progressivement en haute résolution. Certains galets devenant roses, d'autres bleus, verts de gris, gypse ou kaolin, certains mélangeant le gris du ciment et le rouge de la brique, d'autres chinés tels des yeux de tigre, quelques-uns imitant le champignon, l'œuf de caille, la rotule, de micro-têtes de mort ou des pousses de bébé, et pliés en deux. Je me suis souvenu avoir entendu dire que les gravats de la ville bombardée en 1944, une fois remblayés sur le rivage, puis minéralisés comme le reste, avaient formé ici une nouvelle couche sédimentaire, et que c'était donc sur les ruines des ruines de la ville, sur cette double décomposition qui agglomérait sans doute de l'os, des dents, du cartilage, que l'on venait aujourd'hui s'asseoir pour fumer une clope et se palucher tranquille, ou suivre des yeux un cargo sur la ligne d'horizon. D'ailleurs, ai-je songé, tandis que mes yeux se portaient maintenant sur l'estran lavé, miroitant, peut-être que si l'on analysait des carottes de sable au spectromètre, peut-être que si l'on prélevait des échantillons de sol à marée basse pour les observer au microscope électronique, on y découvrirait des poussières d'obus, des atomes de microbilles de fer ou des fragments de verre apparus quand la chaleur des explosions avait vitrifié la surface de la plage, des microns de matière que ni le temps, ni la corrosion de la mer et du vent, ni la lente décomposition de tout n'auraient réussi à dissoudre et à faire disparaître. Merci. Comment est-ce qu'on écrit une phrase pareille? Oui, c'est une phrase. Hein. Ah, c'est une phrase. Ouais, non, mais c'est vrai, je crois que c'est une seule phrase. Mais bon, mais moi, je suis un peu comme la narratrice aussi. Je déroule un petit peu tout ce qu'elle a dans la tête. Et en fait, c'est vrai que j'essaye de suivre vraiment son inclination. Elle se penche, elle regarde, et elle se rappelle. Après, elle fait des hypothèses, et tout ça dans un même temps qui finalement, dans la vie réelle, serait peut-être 2 secondes en fait. Hein. C'est le temps que l'on met parfois pour être secoué par le temps d'échafauder comme ça une pensée. Mais c'est vrai que là, ce qui apparaît à la fin de ce paragraphe, c'est aussi l'idée que y a quelque chose qui reste en fait. Hein. Et ça, elle le dit déjà dès le début où elle arrive au Havre, c'est-à-dire qu'elle se dit, bon, ça a changé, et mon émotion, elle vient pas de ce qui a disparu, elle vient de ce qu'elle peut reconnaître, c'est-à-dire toujours cette histoire de point de contact entre la réalité, le souvenir qu'elle en a et finalement ce qu'elle est en train d'éprouver aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire de s'intéresser à ce qui subsiste, en fait, à ce qui survit, à ce qui résiste aussi dans le temps. C'est pas mal, je trouve. C'est la deuxième fois que vous trouvez pas mal. C'est bien. Non, je veux dire, cette idée, elle est. J'aime bien cette idée plutôt que immédiatement la nostalgie, vous voyez, immédiatement tout ce qui a disparu, etc. C'est plutôt de se dire, d'accord, il y a des pans entiers qui disparaissent, mais parfois il y a juste une petite chose qui surgit, enfin qui résiste, qui subsiste, et ça c'est important. Voilà. Alors avant de donner la parole au public, j'ai 2 curiosités pour les poches biographiques. Votre mari n'est pas imprimeur. D'où vient ce personnage d'imprimeur? Ça aussi, c'est précis. On sent que vous aimez. Ah oui, mais j'adore l'imprimerie. Ouais. Alors déjà, moi, j'ai été éditrice et j'allais beaucoup caler dans ce qu'on appelle aller au calage. Et j'aimais beaucoup aller à l'imprimerie pour les calages, notamment parce que c'était des livres en couleur et parfois un peu compliqués à faire. Et alors j'aime les imprimeries, et évidemment que ce personnage-là, il est imprimeur, mais c'est un imprimeur, il fait du bilboquet, ce qu'on appelle du bilboquet, c'est-à-dire il fait des faire-part, des menus, il pourrait faire des cartes de visite, c'est-à-dire il fait des petites séries, c'est un type qui est plus dans une configuration d'artisan, et donc il a cette espèce de soin que l'on apporte aux petites séries. On n'est pas dans l'impression industrielle qui a son intérêt aussi.
Et pour moi, évidemment, ça me rappelle que l'impression, enfin la question de l'imprimerie, de l'impression arrive à la fin du texte. Et à ce moment-là, pour moi, c'est une façon de saluer de partir de ce petit ticket imprimé qu'on a retrouvé sur sur ce cadavre, et puis de finir sur un livre, en fait, hein, parce que à la fin du livre se passe dans la fin de cette histoire se termine dans une imprimerie où la narratrice vide son sac et regarde un peu tous ces bouts de petits papiers que l'on porte sans arrêt sur soi, que l'on a dans ses poches, etc. Et je trouve que c'est intéressant. À la fois, ça fait un signe au livre, et aux livres aux livres qu'on lit, à la littérature, etc. Mais ça fait aussi signe à l'objet, c'est-à-dire à ce qui est fabriqué, au choix, par exemple, sur ce livre-là que j'ai devant moi, au choix de la typographie, au choix du papier, au choix de la couverture, du graphisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la fabrication, il y a de l'élaboration, il y a de la création, il y a de l'invention. Et j'allais dire, c'est pas mal. Mais je veux dire, c'est intéressant de voir aussi les choses sous cet angle-là. Et le mari de cette narratrice, c'est un imprimeur passionné. Et en fait, ce qu'il aime, c'est acheter des vieilles presses, les amener dans son atelier, de les essayer. Et alors, là, on assiste à l'acquisition d'une presse, et c'est vraiment comme une espèce de machine merveilleuse, et qui est celle qui va possiblement imprimer ce livre-là. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Vous avez l'air de très bien connaître le domaine, en tout cas. Et puis l'autre question, c'est, lorsque vous étiez lycéenne au Havre, est-ce que vous avez interrogé Jacqueline ? Ah, mais ça, c'est de mes secrets, ça. Non, mais ça, c'est trop... Il y a de la fiction dans cette histoire de Jacqueline, mais il y a aussi du vrai, parce que de fait, moi, quand j'étais lycéenne au Havre, c'était à peu près 40 ans après les bombardements, hein, on est au milieu des années 80, un peu. Ouais, c'est ça. Et donc, il y avait encore des survivants. Et cette histoire a été tellement à la fois traumatisante, et à l'époque, elle l'était encore, puisque moi, j'étais au Havre du temps de ce que j'appelle très vite la ville moche, c'est-à-dire la ville reléguée, la ville où l'on vous plaint d'habiter, la ville où les gens sont effarés par la physionomie des immeubles du centre-ville et font semblant un peu de trouver toute cette architecture très intéressante, mais ont qu'une envie, c'est vite de partir. Et au fond, voilà, évidemment qu'il y avait des témoins, voilà, il y avait des gens qui étaient interrogés, des témoins qui venaient raconter les bombardements, parce que les bombardements, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est deux choses. C'est d'abord que c'est quoi le destin d'une ville, en fait, et le Havre a été bombardé, en plus, c'est une affaire très tordue, parce que c'est les libérateurs qui ont bombardé le Havre, donc leur ville a été, on dit, sacrifiée, hein, c'est-à-dire donc c'est aussi un sacrifice humain. Il y a eu beaucoup de victimes civiles, hein, il y a eu en 2 jours, il y a eu plus de 2000 victimes civiles, c'est énorme. Et en fait, au moment de fêter la libération, il n'y a pas eu de place pour eux, il n'y a pas eu de place pour ces victimes-là qui faisaient un peu... dont les voix étaient assez dissonantes, enfin, dont les voix des proches, elles ne pouvaient plus parler, mais vous voyez, c'était quelque chose de dissonant qui allait contrarier la grande fête nationale du pays libéré. Donc en fait, il y a eu quelque chose de très douloureux qui a été cette espèce de silence. Et puis cette ville nouvelle qui surgit, qu'aujourd'hui on trouve très belle et qui est classée au patrimoine mondial, enfin à l'UNESCO. Mais vous voyez, il faut s'imaginer ce que c'est que descendre dans une cave, et puis quand on remonte, il n'y a plus rien, et ce qu'on va construire après avoir vécu peut-être parfois 10 ans dans des baraquements, c'est une ville qui est l'œuvre d'un architecte et assez finalement décorrélée de la ville d'avant. Et Jacqueline ? Et Jacqueline, elle, pour moi, c'est le personnage qui catalyse toute cette émotion-là. C'est un des très beaux passages du livre, c'est vrai. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs ? Parce que c'est l'heure des questions. Il y a des micros. Je ne vois pas.
Il y a une dame. Il y a une dame. Oui, alors j'ai une question sur la fiche de documentation. Je voulais savoir si vous lisez et surtout si vous allez interviewer les personnes qui font le métier dont vous allez parler, si vous les regardez travailler. Parce qu'en fait, dans tous vos livres, j'ai l'impression que, enfin en tout cas ce que j'ai lu, j'ai l'impression que vous parlez du corps qui fait un métier et de la manière dont le métier imprime le corps. Et je trouve ça vraiment intéressant et je m'interroge sur la manière dont vous documentez. Alors je me documente comme vous le supposez en fait. C'est-à-dire c'est vrai que quand c'est un personnage dont je sens qu'il va se déployer, finalement je vais voir, j'essaye de pas forcément l'interroger, mais plutôt de l'observer. Vous voyez, alors, en interrogeant, on moissonne du vocabulaire, ça c'est intéressant, mais c'est plus intéressant de l'observer, ce qui est le cas par exemple pour, dans ce livre-là, peut-être pour la médecin légiste, vous voyez, parce que les gestes de la légiste, ils sont extrêmement précis. Et c'est aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais par exemple, en allant voir la légiste, j'ai surtout appris que, justement, à rebours des grandes figures gothiques des séries américaines, le médecin légiste s'occupe d'abord des vivants, en fait. Là, 80%, 90% de son temps de travail, c'est voilà, de se tourner vers les vivants pour voir justement, par exemple, les traces de violence, les agressions. Alors, et ça reconfigure aussi un métier. Ce qui est pas mal justement quand on a cette démarche, c'est que ce qu'on pensait être intuitif, vous voyez, ça contrarie vos intuitions. Je trouve que c'est intéressant. Non, souvent, je fais ça. Je le fais pas systématiquement non plus. Il y a des personnages que j'imagine totalement. Et je trouve que c'est intéressant aussi de le faire. Mais évidemment, parfois, les données techniques sont trop importantes pour que je les invente, en fait. J'ai besoin de cet appui-là. D'accord. Merci. Et le titre du livre, vous y avez pensé avant? Le titre du livre, vous y avez pensé avant ou après l'écriture? Non, j'y ai pensé. Non, c'est un titre d'ailleurs qui est arrivé très tard. J'avais plus tellement le temps de tergiverser. C'était même assez. Il y a eu un moment de tension sur ce titre aussi parce que je me demandais si j'allais faire apparaître le nom de Havre dans ce titre. Il y avait plusieurs possibilités et je voulais éviter un titre justement trop polar, etc. Et on avance, voilà, sac. Bon, elle a ce sac avec elle tout le temps. C'est un attribut de cette narratrice, ce gros sac rempli de trucs. Et puis voilà, on le ressac. Et puis finalement, ça devient jour de ressac, un peu comme ça, mais vraiment, c'était moins une. Hein. Il fallait vraiment qu'on trouve. Et alors, c'est intéressant la question du titre parce que parfois, c'est assez merveilleux d'ailleurs. On a l'idée d'un titre en tête. Ça m'arrive pas souvent, mais parfois ça arrive. Et tout le travail d'écriture consisterait presque à faire converger une fiction dans un titre, à remplir le titre d'une histoire, quoi. Bon, ça c'est un peu miraculeux, surtout si on arrive à coller les deux, à les adapter ensemble. Mais là, pour le coup, j'ai écrit cette histoire et j'avais des titres de fichiers qui étaient assez anodins. Je savais que je les garderais pas. Puis il y a eu ce moment où je voyais le texte partir en correction, revenir. On parlait avec les éditeurs de Vertical, Yves Pagès et Jeanne Guyon. On disait, bon, voilà. Et puis l'éditeur, il cherche aussi. Hein, on cherchait ensemble tous les trois. Et puis voilà, il y a eu ce jour où on s'est dit, bon, c'est celui-là. Pour quel livre est-ce que vous aviez le titre qui vous a permis il fallait faire converger? Par exemple, Ni fleur ni couronne, ça peut être curieux, mais par exemple, j'avais le titre avant. C'est super bizarre parce que je trouve que les histoires ne correspondent pas forcément d'ailleurs. Mais à l'époque, ça me semblait très très clair que c'était vraiment
c'est l'idée de remplir le titre d'une fiction, quoi, l'idée de le faire venir dans le titre, de faire venir le texte dans un titre et non pas d'aller poser ou intituler un texte par un titre. Ça, c'est... Est-ce qu'il y a encore des questions? Si ce n'est pas le cas, je vais vous demander encore un cadeau. Il y avait une question? Ah, pardon. Oui, je me demandais, vous avez écrit sur de nombreux corps de métier. Est-ce que vous vous sentiriez capable d'écrire sur n'importe quel métier ou c'est des... Il faut que ça vienne comme ça? Parce que vous avez vraiment touché à tout. Là, on le voit dans ce livre-là, vous avez touché à plein de métiers différents. Non, mais j'ai écrit sur des métiers, finalement, dont j'ai besoin pour mon histoire. Rien n'est tellement interchangeable quand même. Vous voyez, pour moi, l'imprimeur, il a la fonction que j'ai dit de faire signe au livre qui est en train d'être écrit et qui sera un objet à la fin. Et ça fait aussi signe à tous ces papiers qui circulent dans nos vies, dans nos sacs, dans nos intérieurs, etc. Mais vous voyez, Blaise n'aurait pas pu être autre chose qu'un imprimeur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, vous savez, quand on regarde quelque chose de près, c'est assez difficile de ne pas le trouver intéressant. Hein. C'est compliqué de dire ça, c'est pas intéressant. C'est plutôt les êtres qu'on peut considérer comme étant pas intéressants. Mais vous voyez, les métiers ont des histoires, il y a toujours un lexique qui s'y rapporte, il y a des gestes qui s'y collent. Et je pense que c'est le regard qu'on pose sur les choses qui les font se dresser. Voilà, a priori, rien me serait impossible si, pour autant qu'il y ait une nécessité, vous voyez, qu'il y ait une logique dans le roman, dans la fiction. Le fait qu'elle soit doubleuse, par exemple, là, c'est capital. Enfin, c'est ce qui porte le texte, même. Parce que, pardon. C'est ce qui porte le texte, le fait qu'elle soit doubleuse. Vous voyez, ça. Et sur ce métier-là, ça m'a vraiment... c'est un métier alors, pour le coup, je n'ai pas été observée vraiment de séances de post-synchro en direct, mais j'avais des appuis dans le métier, j'ai lu des trucs, j'ai aussi regardé des vidéos. Sur Internet, il y a beaucoup de choses aussi. Et puis j'ai imaginé, en fait, aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est que ces points-là, ces points de documentation, ils servent surtout à être des vecteurs de l'imagination, c'est-à-dire à créer eux-mêmes des rapports avec autre chose. Si vous voulez, l'effet de réel, c'est pas tant mon but. Mon but, c'est que les détails qui peuvent m'intéresser, ou que je peux attraper par rapport à un métier, ce qui m'intéresse, c'est comment ils peuvent me conduire vers une image, vers autre chose, surtout autre chose qu'eux-mêmes. Sinon, on est vraiment dans un rapport un peu, justement, trop journalistique ou trop documentaire. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est quand même le langage dans tout ça. Le cadeau. C'est 68-69. Alors on est chez Jacqueline, la témoin. Et la narratrice, à quel âge? La narratrice, elle est en terminale, elle a 17 ans. Voilà. Tout en fumant la petite cigarette qu'elle tient le poignet cassé vers l'oreille, Jacqueline s'attache à nous décrire les explosions et les ondes de choc qui les prolongeaient encore, le silence revenu ne faisant que souligner l'imminence de la bombe suivante qui ne tardait jamais. Elle insiste sur le temps passé dans cet abri, cette durée composée de chocs et d'intervalles entre eux, ponctuée n'importe comment, ces heures passées à attendre la prochaine déflagration, un temps arythmique
étranger aux horloges humaines, la jeune maman fredonnant sa chanson en boucle tandis que la cave se remplissait de débris. J'avais du mal à respirer. J'avais peur d'être ensevelie, de mourir enterrée vivante. Son chat est remonté d'un bond sur ses genoux et elle le caresse d'une main machinale, l'autre écrasant sa cigarette dans le cendrier. J'étais seule au Havre. Ma famille était partie une semaine avant chez un oncle dans une ferme près de Bolbec. J'étais restée à cause de mon copain qui était dans la défense passive. J'étais amoureuse. Je savais qu'il était dehors, là-haut, à courir partout. Qu'il saurait où me trouver si jamais je restais piégée dans la cave. Puis le silence s'est reformé comme s'il avait fini par expulser tous ses projectiles. Et c'est fou, mais on n'est pas sorti tout de suite. On a attendu. On s'interrogeait du regard. On se demandait si tous les avions étaient bien partis ou si un dernier appareil, en queue de formation, lambin mais zélé et bien décidé à finir le travail, ne traînait pas encore au-dessus de la ville, prêt à larguer une dernière fois. Et peu à peu, nos cœurs et nos poumons ont repris un fonctionnement normal. Le bébé s'est endormi, on s'entendait de nouveau respirer, c'était l'accalmie. Alors quelqu'un a dit « C'est bon, on y va, on peut y aller, ça fait 3 heures qu'on est là-dessous ». Et il a fallu s'extirper de ce trou, se remettre en branle. On est remonté en file indienne, au ralenti, les uns derrière les autres. On s'empêchait de penser à ce qui nous attendait là-haut, à la surface. On était recouverts de gravats, les cheveux, la peau, les vêtements, pleins de cendres et de poussière. On était des revenants. On a ignoré jusqu'à la dernière marche que l'escalier de la cave était l'ultime élément d'architecture encore debout dans le secteur. Alors on a senti le ciel que l'on ne voyait pas. L'air de la mer tout de même plus frais que celui de la cave. On était dehors, on s'est traîné dans les décombres, on a contourné les excavations, les cratères de bombes où l'eau s'infiltrait déjà. On a enjambé les poteaux effondrés, les égouts crevés, les poutres calcinées. On faisait attention où on mettait les pieds car le sol lui-même avait disparu. Moi, je ne voyais rien, ça fumait partout et j'avais des saletés dans les yeux, les cils collés. De toute façon, il n'y avait plus rien à voir. Ça fait drôle. On descend, il y a une ville, on remonte 3 heures après et il n'y a plus rien. Merci. Merci Madame la Présidente. C'était l'entretien d'ouverture avec Maëlys de Kerangal et enregistré le vendredi 30 août au Casino de Morges par la Bibliothèque sonore romande pour le livre sur les quais.